Le président de la République libanaise échappe de justesse à un attentat. L'immeuble dans lequel il se trouvait s'est effondré à la suite d'une explosion. L'ETA frappe encore dans le Pays basque espagnol. 4 policiers tués et 2 blessés dans un attentat. Coup d'envoi par le gouvernement de la campagne d'action en faveur de la formation professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans. Enfin, le retour de la mission de Greenpeace opposée au déversement de déchets nucléaires au large de l'Espagne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis hier soir, il n'y a plus un seul soldat étranger à Beyrouth. La lutte entre les différentes factions libanaises n'a pas tardé à reprendre. Il y a 2 heures, on apprenait que le nouveau président de la République, Béchir Gemayel, sortait sain et sauf d'un immeuble de Beyrouth-Est qui venait de s'effondrer, en partie sous le choc d'une très violente explosion. 8 morts et plus de 40 blessés. C'est cet immeuble, en effet, qui abrite le bureau des Phalanges, en plein cœur de la capitale libanaise. Monsieur Béchir Gemayel, élu le 23 août, 13e président de la République libanaise, doit prendre ses fonctions dans 9 jours, le 23 septembre. Monsieur Gemayel représente les chrétiens conservateurs du Liban. Il était le chef des Phalanges chrétiennes par opposition aux milices musulmanes qui, pendant la guerre récente, étaient politiquement des alliés des Palestiniens de l'OLP. Du coup, on peut soupçonner, sans preuve jusqu'à nouvel ordre, que M. Gemayel, qui ne fait pas l'unanimité au Liban, a été victime d'un attentat commis soit par des opposants politiques, soit libanais, musulmans extrémistes, soit palestiniens, voire syriens. C'est dans la maison des Phalanges qu'a eu lieu cet attentat, alors que le président recevait les familles de ses partisans, ce qui explique qu'il y a eu beaucoup de victimes. Bien avant son élection, M. Béchir Gemayel disait que les Phalanges ne déposeraient pas les armes tant qu'il resterait un Palestinien ou un Syrien au Liban. Lors de l'élection du 23 août, M. Béchir Gemayel, candidat unique, avait obtenu 57 voix au second tour. Lors du vote, qui se faisait au Parlement libanais, une trentaine de députés libanais musulmans n'avaient pas pris part au vote. Certains considèrent M. Gemayel comme le candidat des Israéliens. À noter pourtant que les commentaires des chefs des pays arabes, y compris lors de la conférence de Fès, ont été des plus mesurés. Oui, images récentes, images d'archives. On nous promet des images de l'attentat dans quelques heures, peut-être pour notre dernier journal de 23h15. Un attentat donc qui a fait 8 morts et 40 blessés. Mais le président Gemayel est donc sorti indemne de cet immeuble effondré. Pendant ce temps, en Israël, l'émotion est plus vive que jamais. À la veille de la rencontre entre Jean-Paul II et Yasser Arafat au Vatican, la délégation israélienne à la conférence de l'Union interparlementaire, qui s'est ouverte précisément ce matin à Rome, a tout simplement dit que l'histoire serait juge de cette honte. Et plusieurs mouvements juifs français continuent d'envoyer des protestations au Vatican. François Mitterrand recevait aujourd'hui à déjeuner un certain nombre d'intellectuels et d'écrivains pour parler du problème israélo-palestinien, des hommes et des femmes d'horizons divers, tels Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Jean Daniel ou Claude Lanzmann. Pas de déclaration à la sortie, un déjeuner dans la tolérance, a-t-on simplement dit. Un nouvel attentat ce matin au Pays basque espagnol. 4 policiers ont été tués et 2 autres blessés par des inconnus qui ont ouvert le feu à la mitraillette sur 2 voitures de patrouille près de Renteria. Les douilles retrouvées sur place appartiennent à des munitions généralement utilisées par les extrémistes de l'ETA. Un attentat qui porte à 29 le nombre des morts victimes de violences politiques au Pays basque espagnol depuis le début de l'année. Eh bien, à Naples, la Camorra, c'est-à-dire la mafia napolitaine, en est, elle, à son 200e assassinat dans la ville, toujours depuis le début de l'année, et 281 dans l'ensemble de la province. La guerre entre l'Iran et l'Irak, l'aviation irakienne a bombardé à nouveau l'île de Karg, où se trouve un important terminal pétrolier iranien. Pologne, ce n'est pas fini. À nouveau de sérieux incidents à Wrocław et à Nowa Huta. Hier soir, 59 arrestations et plusieurs blessés. Jacques Michel Tondre à Varsovie. Selon des informations de sources officielles, les affrontements les plus sérieux ont eu lieu à Wrocław, dans le sud-ouest du pays, où des manifestants ont attaqué avec des pavés une colonne de véhicules de la milice. 5 membres des forces de l'ordre ont été blessés et 74 personnes ont été arrêtées. À Cracovie d'autre part et dans sa banlieue ouvrière de Nowa Huta, la milice a fait usage de grenades lacrymogènes et de canons à eau pour disperser des manifestants qui, là aussi, bombardaient les patrouilles à coups de pierre. Des tentatives de manifestation ont également été signalées à Łódź et à Szczecin, mais il n'y aurait pas eu d'incident.
Citroën, nouveau débrayage il y a 1 heure à l'usine d'Aulnay-sous-Bois à l'initiative de la CGT, vient de faire savoir la direction de l'établissement. Coup d'envoi de la campagne d'insertion professionnelle des 16-18 ans. Dans l'esprit de Marcel Rigout et du gouvernement, il s'agit surtout de permettre à 100 000 jeunes gens et jeunes filles, mal sortis de l'école si l'on peut dire, et de plus sans emploi, d'acquérir d'ici la fin de l'année une formation rémunérée. Laurence Graffin. Qui est concerné? 100 000 jeunes de 16 à 18 ans qui ont quitté l'école et n'ont ni emploi ni qualification. Ce qu'on leur propose, d'abord un accueil et une orientation, ensuite plusieurs possibilités, quelques semaines d'orientation pour mieux choisir leur métier, des stages d'insertion pour ceux qui ont des problèmes de rattrapage ou de choix par exemple, des stages de qualification soit directement, soit après les stages d'orientation et d'insertion. Le fonctionnement de ces stages, il propose en alternance d'une part la vie en entreprise, d'autre part le perfectionnement des connaissances. Leur durée pour un jeune peut varier de 6 mois à 2 ans. Les jeunes qui suivent ce programme sont payés, 500 francs par mois les 6 premiers mois, 700 francs ensuite. Où trouver les informations? Dans les mairies qui orientent ensuite les jeunes vers des permanences d'accueil. Qu'est-ce que les jeunes peuvent en attendre? Peut-être, mais pas forcément, un emploi, mais en tout cas la capacité de choisir et de mieux se placer sur le marché du travail. Voilà pour les chiffres et pour les mesures. Avec Lorraine Cusin, maintenant des exemples à l'appui de cette démonstration. Il faut savoir en effet qu'actuellement, 1/3 des enfants à peine ont une scolarité normale. Les autres redoubleront 1 ou plusieurs fois et seront plus souvent qu'on ne le pense exclus du système scolaire à un moment donné. En haut, à gauche, marquez votre nom, la justice. 2 adolescents dessinent 1 heure à peine après le début de l'année scolaire. Ils sont au collège dans une classe dite préparatoire à l'apprentissage et sortent d'une autre pompeusement appelée pré-professionnelle de niveau, la CPPN, où ils attendent en fait la fin de leur scolarité obligatoire. Ils n'ont pas été admis à préparer un CAP dans un lycée d'enseignement professionnel où pourtant on est déjà orienté par l'échec. Ils sont ainsi presque 200 000. En primaire déjà, c'était déjà juste. Et puis après? En 6e, c'était nul carrément. Alors, comment ça s'est passé ton orientation? Pas bien. Pourquoi pas bien? Mais d'abord, j'aime pas l'école alors. De toute façon. C'est toi qui as choisi d'aller en CPPN ou on t'a dit d'y aller? Ah non, on m'a mis de 6e jusqu'en CPPN, c'est eux qui m'ont mis. Ils m'ont rien demandé. Hein. Après la 5e, ça marchait encore plus mal, et puis en CPPN. Alors qu'est-ce que tu comptes faire là maintenant? À 16 ans, je me sauve de l'école. Nos élèves ont déjà des difficultés au niveau familial, disons dans la première structure, si vous voulez, de formation et d'éducation qu'ils doivent normalement recevoir. Ce sont des enfants complètement laissés à eux-mêmes la plupart du temps. La plupart d'entre eux, oui. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Filou. Mon chien s'appelle... Sur 100 enfants en cours préparatoire, comme ici, si la tendance se poursuit, 15 n'iront jamais en 6e. 45 n'arriveront pas en 3e. 34 seulement entreront en seconde, mais n'auront pas tous leur bac. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux dirigés vers l'enseignement professionnel, 1/4 abandonnera en cours de route sans diplôme. Et le degré de réussite est presque calqué sur l'origine socio-professionnelle, un facteur d'échec auquel s'ajoute bien souvent une démission des parents. Une majorité de parents actuellement pensent que c'est à l'enseignant d'apporter le maximum de choses à l'enfant, y compris le fait de se laver les mains avant le repas, y compris le fait de lasser ses chaussures. Et on a des enfants de 8 ans qui sont encore incapables de lasser leurs chaussures. La lourdeur du système scolaire intervient aussi, bien sûr, dans l'échec. Le couperet de l'orientation tombera pour ces enfants à des périodes fixes de leur scolarité. Un système qui ne tient pas compte de leur nature différente. Un enfant peut être 4 fois plus lent qu'un autre à assimiler une matière, une différence de maturité qui n'a rien à voir avec un retard ou une déficience intellectuelle. Un enfant est capable d'apprendre à lire en 6 mois. Par contre, un autre enfant, il lui faudra 3 ans. C'est-à-dire donc qu'il faudra modifier la structure scolaire de façon à permettre à l'enfant de
d'apprendre selon son propre rythme, en fonction de ses propres capacités, en fonction des problèmes personnels de cet enfant. Donc briser un peu la notion de classe. Briser la notion de classe, faire éclater le groupe classe, le groupe niveau, ne plus parler de CP, de CE1, de CE2. La moitié seulement de ces jeunes enfants accomplira la scolarité à l'école primaire dans la durée fixée de 5 ans. Pour les autres, les chances d'ascension sociale sont presque déjà bloquées. L'échec scolaire, c'est la rencontre entre une école rigide, prévue pour une masse d'élèves, et d'un enfant avec son problème personnel. Puisque nous parlons rentrée des classes, sachez que tout à l'heure, sur notre antenne, dans C'est la vie, Catherine Lumière, ministre de la Consommation, nous a annoncé l'interdiction de la fabrication et aussi de l'importation de tous ces produits que l'on commençait à voir fleurir, type gomme ou autres gadgets à goût de chocolat, de menthe ou autre. La grogne chez les policiers, vive réaction aujourd'hui au lendemain de la déclaration dans Le Monde du secrétaire général de la Fédération autonome des syndicats de police. Bernard Delplace avait accusé la hiérarchie policière d'organiser le sabotage et soupçonné le RPR d'entrisme dans les rangs de la police. Réaction très nette du syndicat des commissaires de police. Je suis atterré de voir de telles déclarations, des déclarations qui sont des accusations d'ailleurs. Dire que la haute hiérarchie sabote, c'est quand même quelque chose de très grave. La haute hiérarchie, ça veut dire bien sûr des commissaires de police, mais ça veut dire aussi des préfets. Or que je sache, tous les chefs de service, ou pratiquement 9 sur 10, depuis le 10 mai, ont échangé. Depuis le directeur général jusqu'aux autres directeurs. Ça voudrait dire qu'à l'heure actuelle, M. Delplace n'est pas satisfait des directeurs qui ont été mis en place par M. Defer. Je lui laisse la responsabilité de ce choix. Vous dites ça a été changé, c'est pas son avis. Il dit il n'y a pas eu d'homme neuf dans la police. Eh bien, il est mal renseigné ou alors il regarde mal les choses. Mais de toute façon, en dehors de M. Chalet, pour dire son nom, qui est à la DST, tous les autres directeurs ont échangé. M. Delplace parle aussi de section politique dans la police, parle du RPR. Quel est votre point de vue sur ces déclarations? Eh bien, j'aimerais, et moi j'attends avec beaucoup d'impatience, qu'après ce que j'appellerais des déclarations intempestives, M. Delplace en arrive à des précisions. Et en ce qui concerne les commissaires de police, je suis tout prêt à dire aujourd'hui que si d'aventure il y avait des propos qui tiennent de la diffamation de la part de M. Delplace, je ne manquerai pas de saisir la justice. À lui de fournir des preuves. Accuser globalement tout un corps, ça me paraît incorrect et absolument hors de propos actuellement. Il n'appartient pas à quelque organisation que ce soit de montrer du doigt où sont les bons et où sont les méchants. Il y a pour ça le ministre de l'Intérieur, il y a M. Franceschi, c'est à lui de nous dire aujourd'hui celui qui a failli, et c'est à lui de prendre, si vous voulez, des sanctions si c'est nécessaire. Il y a des organismes pour le faire, ça s'appelle un conseil de discipline. Nouvelles attaques contre le franc aujourd'hui sur le marché des changes parisien. Le marque est à un cours record et frôle à présent son cours pivot. Le dollar s'est légèrement replié à 7 francs 11. Avez-vous déjà entendu parler du fichier Mormon? C'est Antenne 2 qui, il y a 2 ans, dans une émission de Christian Guy et d'Hervé Brusini, avait attiré l'attention sur ces archives exceptionnelles stockées par l'église mormone près de Salt Lake City aux États-Unis. En tout, 14 milliards de fiches d'état civil en provenance de 40 pays, dont 400 millions de fiches relatives à des Français décédés depuis un siècle. Alors, cette centralisation d'informations présente-t-elle des risques? Eh bien, la Commission informatique et liberté s'est penchée sur la question et son rapporteur, le sénateur Caillavet, vient de répondre non. Quand la lumière se posa sur moi, je vis 2 personnages dont l'éclat et la gloire défiaient toute description au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, me montrant l'autre, « Voilà mon fils bien-aimé, écoute-le. » Et c'est ainsi que, selon l'imagerie des Mormons, fut révélée en 1821 la religion de ceux qui allaient être les saints des derniers jours au jeune Joseph Smith. Devenu prophète d'une nouvelle église, ce Joseph Smith eut une vision, une autre, qui ordonnait en 1836 que les Mormons retracent leur histoire familiale, mais aussi celle de toute l'humanité. Pour cela, l'église mormone décida d'utiliser les grands moyens. Dès après-guerre, elle mit en place un programme destiné à microfilmer les états civils des pays du monde entier. 14 milliards de noms
dont 400 millions de Français, sont ici stockés à l'abri des catastrophes naturelles ou des explosions nucléaires, dans des galeries creusées par 200 mètres de profondeur sous des montagnes rocheuses. Une véritable forteresse de l'archive avec 1,5 million de microfilms. Objectif, faire des adeptes du côté des morts. Nous avons des temples qui sont localisés dans le monde entier qui servent à faire l'œuvre pour les morts. Nous croyons que ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre le message du rétablissement de l'évangile de leur vivant peuvent avoir l'occasion de le recevoir dans ce qu'on appelle dans le monde ici après. C'est en 1960 qu'un accord fut conclu entre Joseph Fielding Smith, alors prophète des Mormons, et la direction des archives françaises pour microfilmer l'état civil national. Mais avec cette restriction, il est interdit de microfilmer les documents d'état civil si la personne concernée par ces documents n'est pas morte depuis au moins 100 ans. Un exemplaire du microfilm reste en France pendant qu'une copie part aux USA. Depuis les années 70, des ordinateurs installés dans le building de l'église à Salt Lake transfèrent dans leur mémoire toutes ces informations sur l'état civil mondial. Bref, de quoi émouvoir la commission informatique et liberté. Les Mormons vont pouvoir microfilmer, mais pas sans problème, c'est-à-dire sous certaines conditions. Tout d'abord, la première des garanties essentielles, c'est celle de la finalité. Il faut que, bien évidemment, soit respectée cette finalité religieuse que prétendent mettre en œuvre précisément les Mormons. Et tel est bien le problème, car ces finalités ne sont pas seulement religieuses. Depuis plusieurs années déjà, des études couplant génétique et généalogie ont permis en Utah de dépister les cancers ou les maladies cardiovasculaires chez des personnes n'ayant pas ressenti le moindre mal. Nous entendons faire les études sur 100, 200 ou 1000 maladies. Et avec tout ce que nous trouvons avec les études des Mormons, nous pouvons mettre les résultats en place pour tout le monde. Si donc pouvoir il y a dans la possession de ce gigantesque stock d'informations, c'est d'ores et déjà celui de pouvoir instaurer une médecine totalement préventive. Encore des difficultés pour Helmut Schmidt. Sa coalition avec les libéraux du FDP semble de plus en plus fragile au lendemain d'une proposition quasi inacceptable pour le chancelier de son ministre de l'économie, le libéral Otto Lambsdorff. Michel Meyer nous raconte toute l'affaire qui est loin d'être terminée. Comte Dracula, c'est le surnom donné depuis hier par les syndicats au comte Lambsdorff, le ministre de l'économie du gouvernement Schmidt. Ce qui ne semble pas trop froisser Hans-Dietrich Genscher, vice-chancelier et chef des libéraux de l'équipe gouvernementale. Pour lutter à sa façon contre le chômage, pour lui le seul vrai drame du moment, le comte Lambsdorff ne voit qu'une solution, la relance des investissements et l'aide à l'industrie, l'assainissement des finances publiques à travers des coupes sombres dans les budgets sociaux. Personne ne doit être épargné, ni les chômeurs dont l'allocation chômage doit baisser, ni les malades ou même les mères en congé de maladie. En somme, une vraie opération de démontage de ce que Lambsdorff appelle l'État-providence. Ces propositions écrites répondent à une demande expresse de Helmut Schmidt, irrité par les indisciplines verbales d'un ministre libéral qui est ouvertement partisan d'une confrontation avec les sociodémocrates. Il s'agit là d'une véritable déclaration de guerre au chancelier, mais surtout à ses amis politiques qui ne peuvent avaler une austérité antisociale et qui prônent plutôt un comblement du déficit budgétaire actuel par l'accroissement de la pression fiscale sur les hauts revenus. Ainsi, dans un pays où l'on franchira cet hiver le cap des 2 millions de chômeurs, les partenaires de la coalition gouvernementale campent sur des positions désormais inconciliables. En réalité, rien ne va plus entre le chancelier Schmidt et son allié libéral Genscher. La rupture n'est plus qu'une question d'opportunité et de convenance électorale. Cette polémique à propos du comte Lambsdorff n'est donc en fait qu'une péripétie supplémentaire dans cette crise qui devrait, au cours de l'hiver, voire même plus tôt au cours de l'automne, déboucher sur un véritable divorce, la fin du gouvernement Schmidt, au profit d'une alliance, d'une trahison, disent les sociodémocrates, des libéraux avec les chrétiens-démocrates de l'opposition actuelle. L'Italie se prépare à demander l'extradition de Licio Gelli, ce chef mystérieux de la fameuse loge maçonnique P2, dont vous savez qu'elle est toujours au centre d'un important scandale politique et financier. L'homme avait disparu depuis plus d'1 an. On l'a retrouvé hier à Genève alors qu'il tentait de retirer des fonds considérables, près de 500 millions de nos francs. Il y a actuellement en Italie des centaines de personnes, des hommes politiques, peut-être des ministres, des magistrats, des généraux, des journalistes. Il y a des centaines de personnes qui sont en train de trembler de peur
Parce que si Licio Gelli, le grand maître de la loge maçonnique P2, sera extradé en Italie, il aura des choses extrêmement intéressantes à raconter. Il donnera certainement des noms. Bref, il se mettra à table, ne serait-ce que pour ne pas être le seul à être condamné pour espionnage, conspiration contre l'État, corruption de magistrats, fraude fiscale et autres balivernes. Licio Gelli, 63 ans, quel personnage inquiétant, un paranoïaque du pouvoir politique, mais du pouvoir occulte. Son ambition n'était pas de devenir président de la République, mais de tirer les ficelles de la politique en Italie. En fait, il voulait instaurer en Italie un régime de type autoritaire, fasciste. Licio Gelli commence par devenir indispensable auprès des services de renseignements italiens. Il établit des dossiers sur toutes les personnalités susceptibles de faire partie de sa loge maçonnique, la P2. Par le chantage ou les fausses promesses, il rassemble 1 millier de personnes, et pas n'importe qui. Des ministres, des hommes politiques, des généraux, des magistrats ou des journalistes connus. On peut dire que la loge maçonnique P2 de Licio Gelli a été à l'origine des plus énormes scandales politico-financiers qui ont secoué l'Italie au cours de ces 10 dernières années. Gelli avait besoin d'argent, d'où les opérations financières douteuses avec Michele Sindona, le banquier sicilien lié à la mafia et qui est actuellement en prison aux États-Unis. D'où les manœuvres financières douteuses avec Roberto Calvi, le président du groupe financier privé le plus important d'Italie, qui a été tué à Londres, probablement par la mafia. Mais ce n'est pas tout. Licio Gelli serait impliqué dans l'attentat de Bologne d'il y a 2 ans. Une bombe avait explosé dans la gare de Bologne, faisant 85 morts. Pourquoi des attentats? Parce que les attentats créent un sentiment de peur et que la peur appelle un régime d'ordre et d'autorité. Ce qui est incroyable, c'est qu'un homme tel que Licio Gelli ait pu trouver des complices, des milliards et des tueurs au service de ses ambitions personnelles. Un Italien arrêté hier soir par la police à Paris à la suite de l'attaque d'un commando de 8 hommes contre une armurerie du 6e arrondissement. 3 écologistes, un Américain, un Allemand de l'Ouest et un Espagnol, 3 écologistes de Greenpeace qui s'étaient enchaînés aux grues d'un cargo qui déversait des déchets nucléaires dans l'Atlantique, ont été libérés tout à l'heure par la police néerlandaise. C'est leur histoire et celle de tous ceux qui tentent de s'opposer au déversement de ces déchets radioactifs que vont maintenant vous raconter Jérôme Bonny et Yves Breu qui les accompagnaient. Les déchets radioactifs et comment s'en débarrasser, telle est la plaie de l'énergie nucléaire depuis quelques 35 ans. Le largage en mer constitue la solution la plus économique et la moins compromettante sur le plan politique. Les poissons ne votent pas. C'est contre cette pratique que les militants de Greenpeace sont partis en guerre depuis 4 ans. La semaine dernière, 2 navires affrétés par les écologistes prennent la mer avec à bord quelques 25 militants verts originaires de 10 pays différents. Tous les membres des 2 équipages ont en commun une farouche détermination antinucléaire. Notre objectif, c'est la poubelle nucléaire par ici, à une distance de 700 km de Brest et à peu près 500 km de Galicia. La cible, le Rheinborg, un des 2 cargos hollandais, devant déverser près de 6000 tonnes de déchets nucléaires en provenance de Belgique et de Suisse, ce qui portera à 85 000 tonnes la quantité de déchets déjà immergés dans la fosse atlantique à 4000 mètres de profondeur. Le but de cette action est d'arrêter l'immersion de déchets nucléaires. Nous pensons que cette immersion est irresponsable et dangereuse. Les déchets vont s'échapper des barils dans l'environnement marin, contaminer la chaîne alimentaire et donc, éventuellement, la nourriture que nous mangeons. Dès l'arrivée sur le site, les canots de Greenpeace entrent en action. Ils vont se placer sous les grues de déchargement du cargo hollandais. Une position, vous pouvez le constater, particulièrement dangereuse, étant donné la détermination de l'équipage hollandais à poursuivre les opérations, malgré les appels aux parleurs. Résultat, c'est l'accident.
Le dinghy de Willem, jeune orfèvre d'Amsterdam, est complètement démantibulé. C'est très risqué ce que vous faites. Ouais, c'est vraiment très risqué parce que je suis sûr il voulait tuer quelqu'un directement. C'est évident. Après l'accident, Greenpeace profite de l'émotion sur le cargo hollandais, de l'arrêt du travail, de la réunion de l'équipage hollandais sur le pont arrière pour aborder par surprise. Un Allemand, un Américain et un Espagnol réussissent à se hisser sur le Rheinborg, à grimper aux grues et à s'attacher avec des menottes au poste de pilotage, rendant impossible la poursuite des largages. L'abordage, monté comme une opération commando, aura duré 45 secondes. Les grues du cargo sont paralysées pendant 1 jour et demi jusqu'à ce que le capitaine arrête les 3 occupants sur ordre, semble-t-il, de la justice hollandaise. Une fois encore, les militants de Greenpeace n'auront réussi qu'à retarder les déversements, mais l'effet secondaire est capital pour les dirigeants du mouvement. L'effet sur l'opinion publique. Témoin, cette arrivée triomphale du Sirius dans le port de Vigo, en Galice, au nord-ouest de l'Espagne. C'était dimanche soir. Dans 6 mois, les 50 États de la Convention de Londres, c'est-à-dire cette convention qui est chargée de contrôler précisément les immersions de ce type de déchets, vont se réunir. Un certain nombre d'entre eux proposeront un moratoire, c'est-à-dire un arrêt provisoire de ce genre d'opération. Toujours en Espagne, une enquête difficile au lendemain de la catastrophe du DC-10 de Malaga qui aura finalement fait 49 morts, il y a encore 13 disparus. Et puis aujourd'hui à Mannheim, cérémonie funèbre à la mémoire des 46 victimes de la catastrophe d'hélicoptère de samedi, cérémonie très émouvante et d'une grande dignité. L'accident de la princesse Grace, eh bien personne ne se l'explique, il s'agit, pense-t-on, d'une défaillance mécanique de sa voiture qui avait 10 ans. La princesse qui, semble-t-il, conduisait, sa fille n'a que 17 ans, est dans un état stationnaire. Sport, c'est une confirmation. Jimmy Connors est redevenu le numéro 1 mondial au classement par ordinateur de l'association des joueurs de tennis professionnels. Il devance Lendl et McEnroe. Yannick Noah est 10e. Borg, qui ne joue plus pour l'instant, ne cesse perdre des places. Il est 88e et devrait terminer 300e à la fin de l'année quand il recommencera à jouer. Enfin, au national, la tête de série numéro 2, Pascal Porte, a été battu en 8e de finale par le jeune Henri Lecomte. Voilà, avec notre ami Philippe Dumez, maintenant nous allons savoir le temps qu'il va faire demain à Paris sur le Racing et aussi sur l'ensemble de la France. Et je crois que c'est très beau. Oui, oui, absolument. C'est vraiment du beau temps, chaud et sec un peu partout. Il faut savoir que cette atmosphère est en train d'assécher l'atmosphère et que les brouillards seront donc beaucoup moins importants demain qu'aujourd'hui. Et regardez d'ailleurs sur notre photo satellite, la France était déjà relativement bien dégagée, et bien demain ce sera encore beaucoup plus beau que cela. Voyons notre carte maintenant pour un peu plus de détails. Les brouillards ne seront pas très importants dans le sud-ouest de la France, ils vont disparaître très rapidement. Ils seront un peu plus importants au nord de la Seine et en particulier dans la Picardie et dans le nord, mais ils disparaîtront également partout très vite. Il fait donc très sec, je vous l'ai dit, et les agriculteurs doivent commencer à se poser des questions parce que l'eau manque. Du côté des températures, c'est assez simple, elles sont toujours en hausse par rapport aux normales saisonnières, 22-25 degrés sur la moitié nord, 27-28 sur le centre, 28-30 degrés, et peut-être que ces températures-là seront même dépassées demain. Vous voyez, c'est vraiment un temps tout à fait exceptionnel. Mercredi 15, eh bien, avec ce beau temps, le soleil se lèvera à 7h28 pour se coucher à 20h03, et c'est la Saint-Roland.
Voilà, à 23h15, c'est Hervé Claude qui développera les principaux titres de la journée. Je vous les rappelle, le président de la République libanaise a échappé de justesse à un attentat. L'immeuble dans lequel il se trouvait s'est effondré à la suite d'une explosion. Il y a 8 morts et 40 blessés. Le TA a encore frappé dans le Pays basque espagnol. 4 policiers tués et 2 blessés dans un attentat. Coup d'envoi par le gouvernement de la campagne d'action en faveur de la formation professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans. Et enfin, ce nouveau débrayage dans la soirée à l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois. À 12h45, demain, Bernard Langlois. Bonne soirée à tous. À demain 20h.